Le soldat britannique le plus important de la Seconde Guerre mondiale était un homme qui n'a jamais tiré un coup de feu, jamais salué un officier et qui était mort avant même que la mission ne commence. En 1943, les services de renseignement britanniques ont compris qu'ils ne pouvaient pas envahir l'Italie sans subir un massacre. Les nazis s'y attendaient. Pour sauver des milliers de vies alliées, les Britanniques ont décidé qu'ils devaient tromper Hitler en personne. Ils ont fait cela en prenant un sans-abri mort seul dans un entrepôt, en habillant son cadavre d'un uniforme et en faisant de lui le plus grand menteur de l'histoire militaire. Cette mission s'appelait l'opération Hachi. Elle reste l'une des opérations de renseignement les plus étranges et les plus réussies de tous les temps. Le plan a été élaboré par l'officier du renseignement Ewan Montagu. Il savait que les espions allemands surveillaient la côte de l'Espagne, si. Un officier britannique s'échouait sur le rivage avec des documents secrets. Les Allemands les trouveraient en. Mais ils avaient des besoins d'un corps. Ils ont trouvé le cadavre de Glyndwr Michel, un sans-abri à Londres qui était mort après avoir ingéré du poison pour rats. Il n'avait pas de famille et pas de... D'amis. était un fantôme dans la ville. Montagu et son équipe ont pris cet homme oublié et ont passé des mois à lui construire une fausse vie. Ils lui ont donné un nom, le Major William Martin des Royal Marines, mais un nom ne suffisait pas à tromper les nazis. Ils devaient en créer une âme. Ils ont rempli les poches de l'homme mort avec des objets qui racontaient une histoire. Ils ont ajouté des billets de théâtre datés de quelques jours auparavant pour montrer qu'il avait profité de Londres. Ils ont ajouté une lettre d'une banque exigeant le paiement d'un découvert pour montrer qu'il était négligent avec l'argent. Ils ont même inclus une photo d'une fausse fiancée nommée Pam et 2 lettres d'amour écrites par une agente des renseignements. Officier. L'objet le plus important était une mallette attachée au poignet du cadavre. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un haut général britannique. La lettre révélait de façon décontractée que les armées alliées prévoyaient d'envahir la Grèce et la Sardaigne, et que la cible évidente, la Sicile, n'était qu'une ruse. Le 19 avril 1943, le sous-marin His Majesty's Ship Séraphin fit surface dans les eaux sombres au large des côtes espagnoles. L'équipage poussa doucement le corps du commandant Martin dans la... mer. Quand un pêcheur espagnol trouva le corps le lendemain matin, le plan fut lancé. Les autorités espagnoles ont alerté les agents du renseignement allemand présents dans la région. Les Allemands ont passé des jours à analyser chaque bout de papier trouvé dans les poches. Ils ont vérifié les dates, ils ont analysé l'encre, ils ont lu les lettres d'amour. Ils ont tout cru. Les documents ont été envoyés en urgence à Berlin et déposés sur le bureau d'Hitler. Le Führer est totalement tombé dans le piège. Il a ordonné à d'immenses divisions de panzer de quitter la Sicile et de marcher vers la Grèce pour défendre contre une invasion qui n'aurait jamais lieu. Lorsque les Alliés ont finalement lancé leur invasion de la Sicile, le 9 juillet 1943, ils ont été stupéfaits par le manque de résistance. Les plages étaient faiblement défendues. L'île est tombée en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, et des milliers de soldats qui s'attendaient à mourir sont rentrés chez eux sains et saufs. Ils devaient leur vie à Glyndwr Michael, le sans-abri qui a trouvé plus de sens dans la mort qu'il n'en avait jamais eu dans la vie. Alors que les Alliés luttaient pour stopper les atrocités nazies en Europe. Des scientifiques américains menaient secrètement des expériences médicales sur leurs propres citoyens, qui rivalisaient avec la cruauté de leurs ennemis. Nous savons que le projet Manhattan a construit la bombe atomique, mais peu de gens connaissent le projet de l'ombre qui se déroulait en parallèle. Celui-ci, les scientifiques. Terrifiés par les radiations, ils voulaient comprendre le comportement du plutonium dans le corps humain. Du corps humain. Mais au lieu de demander des volontaires, ils ont décidé d'injecter des substances radioactives à des patients sans méfiance pour voir combien de temps il leur faudrait pour s'effondrer. Ce n'était pas une conspiration de quelques médecins véreux. C'était un programme approuvé par le gouvernement qui était resté classifié pendant 50 ans parce que la vérité était trop dommageable pour être révélée. Les expériences ont commencé en 1945 à la fin de la guerre. Des médecins d'hôpitaux prestigieux, dont l'Université de Californie et celle de Rochester, ont été chargés de trouver des patients pour des expérimentations. Ils ne cherchaient pas des soldats, ils cherchaient les plus vulnérables. L'une des premières victimes était un peintre en bâtiment de 58 ans nommé Albert Stevens.
Il s'est rendu à l'hôpital pour un ulcère à l'estomac, mais les médecins l'ont confondu avec un cancer en phase terminale. Parce qu'ils pensaient qu'il allait mourir de toute façon, ils lui ont secrètement injecté une dose massive de plutonium-238 sans son consentement. Ils voulaient en voir comment la radiation se déposerait dans ses os. Stevens n'est pas mort du cancer. Il a vécu encore 20 ans portant, sans le savoir, l'une des doses de radiation les plus élevées jamais enregistrées chez un humain dans l'histoire. Alors que le gouvernement surveillait sa santé comme s'il était un simple équipement de laboratoire, la cruauté s'est étendue aux enfants. À l'école d'État de Fairmont dans le Massachusetts, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont ciblé de jeunes garçons atteints de handicaps mentaux. Ils ont créé un club scientifique et ont promis aux garçons des sorties à des matchs de baseball et des repas spéciaux. Les parents étaient ravis que leur fils reçoive de l'attention. Ils ont signé des consentements pour une étude nutritionnelle. On ne leur a jamais dit que le gruau spécial servi au club scientifique était enrichi en calcium et en fer radioactif. Des chercheurs exposèrent des enfants handicapés à la radiation pour étudier l'absorption par leur système digestif. À l'université Vanderbilt, le programme visait les femmes enceintes. Près de 800 femmes qui se rendaient dans une clinique prénatale gratuite ont reçu un cocktail de vitamines pour améliorer leur santé. Le cocktail contenait du fer radioactif. Les scientifiques, grâce à eux, voulaient voir à quelle vitesse la radiation traverserait le placenta et atteindrait le bébé à naître. Plusieurs des enfants nés de ces femmes sont ensuite morts de formes rares de cancer. Ces médecins ont justifié leurs actions en disant que c'était pour la sécurité nationale durant la guerre froide. Ils ont soutenu que la sécurité du plus grand nombre l'emportait sur les droits de quelques-uns. Mais alors que les procureurs américains pendaient des médecins nazis lors des procès de Nuremberg pour avoir expérimenté sur des prisonniers sans leur consentement, le gouvernement américain protégeait ses propres scientifiques qui faisaient exactement la même chose. La vérité s'est restée enfouie dans des dossiers classifiés jusqu'aux années 1990. Lorsqu'un journaliste a finalement révélé les noms des victimes, le gouvernement a été contraint d'admettre ce qui s'était passé. Le président Clinton a présenté des excuses publiques en 1995. Pour les victimes trahies par les médecins censés les soigner, les excuses sont arrivées des décennies trop tard. En 1944, une unité secrète de l'armée américaine a traversé l'Europe avec des chars gonflables en caoutchouc, des haut-parleurs diffusant des sons de moteurs enregistrés et des acteurs en faux uniformes. Créant des divisions fantômes, cela a trompé la reconnaissance allemande au point que les commandants nazis ont redéployé des unités panzer entières pour combattre des ennemis qui n'existaient pas. Ce n'était pas du théâtre, c'était une guerre psychologique, prouvant que l'arme la plus efficace n'est pas toujours l'acier et les explosifs. La 23e unité spéciale du quartier général, créée en janvier 1944, était unique parmi les unités militaires passées pour des ou présentes. Ces effectifs comprenaient des artistes, des ingénieurs du son, des acteurs et des décorateurs recrutés dans des écoles d'art de New York et de Philadelphie. Ils étaient un spectacle itinérant de tromperie, conçu pour faire croire aux services de renseignement allemands que les forces américaines se trouvaient là où elles n'étaient pas. Le matériel gonflable était ingénieux. Les chars étaient fabriqués en tissu caoutchouté qui ressemblaient étonnamment à de vrais Sherman dès qu'on s'éloignait de quelques centaines de mètres. Un seul soldat pouvait porter un char non gonflé sous son bras et le gonfler en 5 minutes. La composante sonore était tout aussi sophistiquée. Les ingénieurs de l'armée avaient enregistré des heures d'opérations militaires réelles, des chars en mouvement, des camions en convoi, de l'artillerie en position. Ces enregistrements étaient diffusés par de puissants haut-parleurs capables de projeter les sons sur plusieurs kilomètres. La tromperie par radio était peut-être la plus complexe. Les services de renseignement allemands surveillaient le trafic radio allié pour localiser les unités. Les opérateurs de l'armée fantôme pouvaient faire passer une petite unité pour une division entière en générant le bon schéma de faux trafic radio. La première grande opération de l'armée fantôme a eu lieu juste après le jour J. Pendant que les véritables forces américaines se préparaient à sortir de Normandie, l'armée fantôme mettait en place une fausse concentration près de la côte, suggérant une autre attaque amphibie. La reconnaissance allemande a photographié les faux chars,
et le renseignement radio allemand a suivi le trafic radio. Les commandants allemands ont gardé des réserves près de la côte, au lieu de renforcer les troupes qui faisaient main face à la véritable percée. L'une des opérations les plus réussies eut lieu en septembre 1944. La véritable deuxième division blindée devait se déplacer discrètement pour une attaque surprise. L'armée fantôme a pris leur ancienne position et a passé 2 semaines à faire semblant d'être eux, tandis que la véritable division attaquait depuis un endroit complètement différent. Les risques étaient considérables. L'armée fantôme opérait à seulement quelques kilomètres des positions allemandes. En cas d'attaque, le petit nombre de soldats avec leur équipement gonflable aurait été sans défense. L'armée fantôme a mené plus de 20 grandes opérations de tromperie, et les analystes militaires estiment que leurs actions ont sauvé entre 10 000 et 30 000 vies américaines. L'existence de cette unité est restée classifiée jusqu'en 1996. Plusieurs membres ont poursuivi des carrières remarquables. Bill Blass est devenu un célèbre créateur de mode, Ellsworth Kelly est devenu un peintre renommé. Ils avaient appris que la réalité est souvent une question de perception et qu'avec suffisamment de créativité, on peut faire voir aux gens tout ce qu'on veut leur faire voir. Entre 1936 et 1945, une unité de recherche militaire japonaise en Mandchourie occupée à infecter des milliers de prisonniers avec la peste, l'anthrax et le choléra. Ils ont gelé leurs membres pour étudier les engelures, les ont disséqués vivants sans anesthésie et ont testé des armes biologiques sur des villages entiers, tuant environ 10 000 personnes. Le pire n'était pas seulement que cela ait eu lieu, mais qu'après la guerre, les autorités d'occupation américaines ont accordé l'immunité aux chercheurs en échange de leurs données. L'unité 731 était officiellement connue sous le nom de Département de prévention des épidémies et de purification de l'eau, un nom délibérément banal. En réalité, c'était une immense installation de guerre biologique à Pingfang, près de Harban en Mandchourie. Le complexe couvrait 6 km² et employait plus de 3000 personnes. Son commandant était le lieutenant-général Shiro Ishii, qui avait convaincu ses supérieurs que les armes biologiques pouvaient être décisives dans la guerre moderne. Les expériences étaient toutes horribles. Les chercheurs infectaient les prisonniers avec diverses maladies, puis surveillaient prétioler leur progression sans leur fournir de traitement. Les prisonniers ne recevaient aucun soin, ils souffraient jusqu'à la mort, ou jusqu'à ce que les chercheurs décident de les tuer. Pour l'autopsie. Les autopsies étaient souvent pratiquées alors que les sujets étaient encore vivants, sans anesthésie, parce que les chercheurs voulaient observer des organes vivants. Les expériences sur les engelures étaient particulièrement brutales. Les prisonniers étaient emmenés dehors en hiver, forcés d'exposer leurs membres et on leur versait de l'eau dessus jusqu'à ce que les membres gèlent complètement. Certains avaient le même membre gelé et décongelé plusieurs fois. Pour l'aider, les tests d'armes constituaient une part importante du travail de l'unité 731. Des bombes biologiques étaient testées sur des sujets vivants attachés à des poteaux à différentes distances. À plusieurs reprises, l'unité 731 a mené des tests sur le terrain en infectant délibérément des villages avec le choléra ou la peste. En 1940, des avions japonais ont largué des puces infectées par la peste sur la ville chinoise de Ningbo. Des attaques similaires ont frappé plusieurs lieux, tuant des centaines, voire des milliers de personnes à la fois. Alors que la guerre tournait en défaveur du Japon en 1945, Ishii a ordonné la destruction de l'installation. Les prisonniers encore en vie ont été tués. Les bâtiments ont été dynamités, les documents brûlés, le personnel dispersé. Lorsque les forces d'occupation américaines ont appris l'existence de l'unité 731, il y a d'abord eu une volonté de poursuivre les chercheurs, mais un autre calcul a ensuite émergé. Le programme américain de guerre biologique s'intéressait de très près aux données de l'unité 731. Les Japonais avaient mené des expériences sur des humains que les chercheurs américains n'auraient jamais pu réaliser légalement. En 1947, l'accord a été conclu. Ishii et ses cadres supérieurs ont fourni une documentation exhaustive aux experts américains. En échange, ils ont obtenu l'immunité. Les États-Unis ont bloqué les tentatives de les poursuivre. Alors que les médecins nazis ont été pendus pour leurs expériences, les médecins japonais qui avaient mené des expériences à une échelle encore plus grande ont été libérés.
Beaucoup sont revenus à des postes importants, Ishii est devenu un homme d'affaires riche. D'autres médecins de l'unité 731 sont devenus professeurs d'université et administrateurs d'hôpitaux. Cette affaire soulève des questions profondes sur le fait que l'utilisation de données obtenues par la torture et le meurtre nous implique dans ces crimes, des questions qui n'ont jamais reçu de réponse satisfaisante. Le général SS Hans Kammler supervisait les programmes d'armes secrètes les plus avancés de l'Allemagne nazie, y compris les fusées V2 et les avions à réaction. Mais à l'effondrement du Troisième Reich en 1945, il a disparu sans laisser de traces. Aucun corps retrouvé et des témoignages contradictoires sur son sort. Cela importe parce que si Kammler a été secrètement recruté par les services de renseignement américains, comme certains indices le suggèrent, cela signifie que l'architecte des usages de fusées, utilisant le travail forcé, a peut-être vécu confortablement pendant des décennies après la guerre. Hans Kammler était inconnu du grand public, même durant la guerre, et cela était voulu. Il opérait dans l'ombre, supervisant les projets militaires les plus secrets du régime nazi. En 1945, il contrôlait le programme de fusées V2, le programme de chasseurs à réaction, Mi-262, ainsi que de nombreux autres développements d'armes avancées. Il était également responsable de la construction des camps de concentration et supervisait directement le travail forcé dans les usines d'armement souterraines. Kammler a rejoint le parti nazi en 1931 et la SS en 1933. C'était un ingénieur de formation qui s'est rapidement élevé en démontrant une efficacité impitoyable. En 1942, il construisait des chambres à gaz et des crématoires à Auschwitz-Birkenau, appliquant ses compétences d'ingénieur à la machine du génocide. En 1943, il a été promu pour superviser la construction d'usines d'armement souterraines. La plus grande était Mittelbau-Dora, où des travailleurs esclaves étaient épuisés jusqu'à la mort en construisant des fusées V2. Plus de 20 000 prisonniers y sont morts. En 1944, Kammler a vu ses responsabilités s'élargir. Il a reçu le contrôle de l'ensemble du programme des armes 5, puis de la production d'avions à réaction, puis d'autres armes expérimentales. Au début de 1945, il contrôlait pratiquement tout le développement des armes avancées de l'Allemagne. La V2 était le premier missile balistique à longue portée au monde. Le ME-262 était le premier chasseur à réaction opérationnelle. Quiconque possédait cette technologie aurait un avantage énorme après la guerre. Alors que le Reich s'effondrait en avril 1945, Kammler a dû décider. Sa dernière localisation connue était à Prague, fin avril. Ensuite, il a disparu. La version officielle est qu'il s'est suicidé le 9 mai 1945, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. La seule preuve était des témoignages contradictoires de personnes qui avaient toutes les raisons de mentir. L'autre théorie est que Kammler a négocié sa reddition auprès des forces américaines, offrant ses connaissances en échange de l'immunité. Les États-Unis étaient désespérément intéressés par la technologie allemande. L'opération Paperclip allait finalement amener plus de 1600 spécialistes allemands en Amérique, y compris Werner von Braun. Kammler en savait plus sur les armes secrètes de l'Allemagne que presque n'importe qui. Les dossiers des renseignements américains sur Kammler restent en partie classifiés aujourd'hui. Si la Houle a été recrutée et a vécu confortablement après la guerre, cela signifie que la recherche de l'avantage technologique a primé sur toute considération de justice. Et un homme qui a supervisé des dizaines de milliers de meurtres a négocié son absence de conséquences simplement parce qu'il détenait des informations que les vainqueurs voulaient connaître. Dans une mine polonaise proche de la frontière tchèque, la SS aurait testé un appareil en forme de cloche rempli de mercure, produisant des effets d'antigravité, faisant dépérir les plantes et provoquant chez les témoins des symptômes similaires à une exposition aux radiations, avant que l'installation ne soit démolie à l'approche des forces soviétiques en 1945. Ceci est important car si une telle technologie a existé, elle représente soit l'expérience de physique la plus avancée de la guerre, soit le mythe technologique le plus persistant de l'histoire moderne. L'histoire de Die Glocker émerge de témoignages de témoins et de documents prétendument classifiés. Ce que nous savons avec certitude est limité. Un centre de recherche SS se trouvait près de la mine Venceslas en Basse-Silésie.
Il a été évacué à la hâte et détruit au début de 1945. Plusieurs scientifiques qui y travaillaient ont disparu ou sont morts dans des circonstances mystérieuses. Au-delà de ces faits, l'histoire devient incertaine. La principale source est Igor Witkowski, un journaliste polonais qui a affirmé avoir vu dans les années 1990 des documents classifiés décrivant l'appareil. Selon ces documents, la cloche mesurait environ 9 pieds de train de large et 12 à 15 pieds de haut et était faite d'un métal dur et lourd. Elle était composée de 2 cylindres contre-rotatifs remplis d'une substance violette ressemblant à du mercure dont le nom de code était Xerum 525. L'appareil aurait fonctionné en faisant tourner ces cylindres à grande vitesse, créant ainsi une sorte de champ ou de rayonnement. Les essais devaient être réalisés dans une chambre spéciale avec des carreaux en céramique qui se décoloraient et se détérioraient après chaque test. Les plantes proches perdaient leur chlorophylle et blanchissaient en quelques heures. Les petits animaux placés près de l'appareil développaient donc des symptômes similaires à une intoxication aux radiations, et la plupart mouraient en quelques jours. Les scientifiques travaillant sur le projet auraient souffert de problèmes de santé et plusieurs sont morts pendant leur sport pendant le programme de recherche. Lorsque les forces soviétiques se sont approchées au début de 1945, l'installation a été évacuée. La cloche elle-même aurait été retirée, peut-être transportée par avion, bien que sa destination reste inconnue. Avant l'évacuation, la SS a exécuté environ 60 scientifiques et techniciens qui avaient travaillé sur le projet. Les preuves matérielles sont limitées. Près de la mine Venceslas se trouve une structure en béton appelée la Henge, un cadre circulaire de piliers en béton sans utilité conventionnelle évidente. La communauté scientifique essaie généralement rester sceptique. La physique décrite ne correspond à aucun principe connu. L'antigravité exigerait bien plus d'énergie que la technologie des années 1940 ne pouvait fournir. Cependant, le régime nazi a effectivement investi massivement dans la recherche en physique exotique, et les V2 ainsi que le Mi-262 représentaient des avancées révolutionnaires. Le lien avec Hans Kammler est intrigant. S'il y avait eu un projet de physique exotique d'une telle ampleur, Kammler l'aurait supervisé. Que Die Glocke ait été réelle ou non, cette histoire nous apprend quelque chose d'important sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis comme l'Union soviétique étaient désespérés de capturer la technologie et les scientifiques allemands. Dans ce contexte, s'il y avait eu une technologie véritablement révolutionnaire, cela aurait été le prix ultime. Peut-être que le dernier chapitre ne sera jamais écrit, laissant Die Glocke comme un mystère fascinant à la frontière entre l'histoire documentée et la mythologie technologique. En 1941, des soldats nazis ont pillé la chambre d'ambre du palais Catherine, près de Leningrad, une pièce ornée de 6 tonnes de panneaux d'ambre montés sur fond d'or. Feuille. Surnommée la 8e merveille du monde, elle fut ensuite transportée à Königsberg, où elle fut vue pour la dernière fois en 1944, avant de disparaître lors de la destruction de la ville. Parce que la disparition de cette pièce représente le plus grand vol d'art de l'histoire, et son destin révèle comment la guerre peut effacer même les réalisations humaines les plus magnifiques, si complètement qu'elles ne deviennent en rien de plus que des photographies et des souvenirs. La chambre d'ambre a été créée au début du XVIIIe siècle pour le roi de Prusse, Frédéric Ier. Elle se composait de grands panneaux d'ambre, finement sculptés et ornés de miroirs à feuilles d'or et de mosaïques. L'ambre était plus précieux que l'or à l'époque. La pièce contenait environ 6 tonnes d'ambre. Lorsqu'elle était éclairée à la lueur des bougies, l'ambre brillait d'une lumière dorée et chaleureuse que les observateurs trouvaient presque magique. En 1716, la pièce fut offerte au tsar russe Pierre le Grand. Elle fut installée au palais Catherine près de Saint-Pétersbourg et agrandie au fil des années. Lorsque l'Allemagne nazie a envahi l'Union soviétique en juin 1941, les conservateurs soviétiques ont tenté de démonter la pièce mais ont découvert que l'ambre était devenue fragile. Ils ont essayé de la cacher avec du papier peint. Lorsque les forces allemandes ont capturé le palais, en octobre 1941, elles ont vu à travers le subterfuge.
Immédiatement, les soldats allemands ont démonté la pièce en 36 heures, l'ont emballée dans 27 caisses et l'ont expédiée au château de Königsberg, où elle a été reconstruite et exposée. En 1944, les bombardements alliés s'intensifiaient. En août, des bombardiers britanniques ont mené un important raid sur Königsberg. On ne sait pas clairement si le château a été touché directement, mais le raid a poussé à prendre des décisions concernant la protection de la salle. Puis, au début de 1945, les forces soviétiques ont assiégé la ville. Le siège fut brutal, durant de janvier à avril. Une grande partie de la ville fut détruite. Lorsque les forces soviétiques ont capturé Königsberg, elles ont trouvé le château gravement endommagé par le feu. Les brigades de trophées soviétiques ont cherché la chambre d'ambre, mais n'ont trouvé que de petits fragments d'ambre endommagés. Plusieurs théories ont émergé. La plus simple est qu'elle a été détruite dans l'incendie qui a endommagé le château. L'ambre brûle facilement. Si la pièce était encore là lorsqu'elle a brûlé, les panneaux auraient été consumés. Certains estiment qu'elle a été évacuée avant la bataille finale, peut-être envoyée hors de la ville ou placée sur un navire allemand qui a ensuite coulé. Une quatrième théorie suggère qu'elle a été enterrée ou cachée quelque part dans la région de Königsberg. La recherche de la chambre d'ambre a consommé d'énormes ressources et coûté de nombreuses vies au fil des décennies. En 1997, la police allemande a trouvé un panneau d'ambre chez la famille d'un soldat allemand, ravivant l'espoir que d'autres pièces existent. Le gouvernement russe a finalement décidé de réaliser une reconstruction qui a pris 24 ans et coûté 11 millions de dollars, achevée en 2003. L'explication la plus probable est sans doute la plus simple. Elle a été détruite en 1945. Mais les théories alternatives persistent parce qu'il n'y a aucune preuve absolue. L'histoire de la chambre d'ambre est devenue un symbole de la destruction culturelle causée par la Seconde Guerre mondiale. Le sol gelé et les ruines renferment des secrets qui ne seront jamais totalement retrouvés, nous rappelant que, pendant la guerre, les plus grandes réalisations de l'humanité peuvent être effacées aussi complètement que des vies humaines. Le 12 septembre 1942, le capitaine de sous-marin allemand Werner Hartenstein a torpillé le navire de transport de troupes britanniques. Le Laconia a alors fait surface pour secourir les survivants, y compris des prisonniers de guerre italiens, diffusant sa mission humanitaire et arborant des drapeaux de la Croix-Rouge. Mais des bombardiers américains ont attaqué son sous-marin alors qu'il remorquait des canots de sauvetage, ce qui a poussé l'Allemagne à émettre l'ordre Laconia, interdisant toute tentative de sauvetage à l'avenir. Ceci est important car cela montre qu'un seul incident pouvait criminaliser la miséricorde, faisant de l'océan un lieu où secourir des ennemis noyés devenait un acte de désobéissance militaire. Le Laconia transportait 1800 prisonniers de guerre italiens, 160 gardes polonais, 268 membres du personnel britannique et 80 civils, dont des femmes et des enfants. À 20h07, le commandant du U-156 Werner Hartenstein a tiré 2 torpilles. Les deux ont touché le navire. La première a frappé directement sous une cale où étaient enfermés les prisonniers italiens. Des centaines de personnes ont été tuées sur le coup ou piégées sous les ponts. Le navire a commencé à couler rapidement. Les gens ont sauté dans l'eau. La mer s'est vite remplie de survivants. Hartenstein a fait surface le U-156 et a découvert des prisonniers de guerre italiens parmi les survivants, alliés de l'Allemagne. Troublé par cela, il a pris une décision extraordinaire. Il allait tenter un sauvetage. Il a ordonné à son équipage de sortir les survivants de l'eau. Il a contacté par radio d'autres sous-marins allemands pour demander de l'aide et a envoyé un message non codé en anglais indiquant qu'il était engagé dans des opérations de sauvetage et qu'il n'attaquerait pas les navires venant aider, à condition qu'ils ne l'attaquent pas. 3 autres sous-marins ont répondu. Ensemble, ils ont entamé la plus grande opération de sauvetage en haute mer jamais tentée par des sous-marins. Ils ont recueilli des survivants à bord et remorqué des canots de sauvetage. Des drapeaux de la Croix-Rouge étaient affichés. Pendant 3 jours, le sauvetage s'est poursuivi. Hartenstein a demandé que des navires français de Vichy venant de Dakar achèvent le sauvetage et des bâtiments français ont été envoyés. Puis, le 16 septembre, un bombardier américain B-24 a repéré le U-156.
Le pilote a aperçu le sous-marin, les canaux et le drapeau de la Croix-Rouge, puis a envoyé un message radio pour demander des instructions. La suite est controversée. Le B-24 a largué des charges sous-marines, le U-156 a plongé en urgence, coupant les cordes et jetant les survivants à la mer. Des canaux de sauvetage ont été touchés. Des survivants, après plusieurs jours dans les canaux, se noyaient à cause de tirs amis. Les autres sous-marins ont fui. Le sauvetage s'est brusquement terminé. Le nombre total de morts s'élevait à environ 1400 personnes, dont plus de 800 prisonniers de guerre italiens. Du point de vue des Alliés, le sous-marin était une cible légitime. Du point de vue allemand, Hartenstein menait une opération de sauvetage humanitaire et a tout de même été attaqué. La leçon semblait claire. La miséricorde serait punie. L'amiral Karl Dönitz a publié l'ordre Laconia le Dixit, septembre 1942. Il était précisé que les opérations de sauvetage devaient concesser car elles contredisaient les exigences de séance de la guerre visant à détruire navires et équipages ennemis. L'effet pratique fut de mettre fin aux opérations de sauvetage des sous-marins allemands. Les hommes dans l'eau seraient laissés à mourir, après la guerre. Dönitz a été jugé à Nuremberg. Le tribunal l'a reconnu coupable d'autres chefs d'accusation, mais pas spécifiquement pour l'ordre de Laconia, reconnaissant qu'il s'agissait d'une réponse à l'attaque pendant les opérations de sauvetage. La complexité morale de cette affaire fait débat depuis lors. Hartenstein a-t-il eu raison de risquer son sous-marin pour tenter un sauvetage? Le pilote du bombardier avait-il raison d'attaquer? L'incident illustre la terrible logique de la guerre totale, où les considérations humanitaires deviennent presque impossibles à maintenir. Et chaque incident où la clémence est punie devient une justification pour abandonner toute forme de clémence. En avril 1940, Staline a ordonné l'exécution de 22 000 officiers polonais. Les intellectuels et dirigeants arrêtés après l'invasion soviétique furent exécutés d'une balle dans la nuque et enterrés dans des fosses communes. Ensuite, pendant 50 ans, l'Union soviétique a accusé l'Allemagne nazie, falsifiant des documents, intimidant des témoins et maintenant le mensonge à travers des décennies d'enquête. Ceci est important parce que cela montre comment les États totalitaires peuvent fabriquer des récits historiques de manière si complète que même leurs propres citoyens croient au mensonge. Le massacre de Katyn a commencé avec l'invasion soviétique de la Pologne en septembre 1939. À la suite du pacte germano-soviétique, l'Allemagne a envahi par l'ouest et l'Union soviétique par l'est. La Pologne s'est effondrée. En quelques semaines, les forces soviétiques ont capturé environ 22 000 officiers polonais, officiers de réserve, intellectuels, professeurs, avocats, médecins et prêtres. Ils représentaient l'élite intellectuelle de la Pologne. Le commissariat du peuple aux affaires intérieures les a placés dans 3 camps de prisonniers spéciaux et les a interrogés de manière approfondie. Début 1940, Staline avait décidé que ces prisonniers représentaient une menace. Ils étaient instruits. Ils étaient des dirigeants. Ils s'opposeraient au contrôle soviétique. En mars 1940, le chef du commissariat du peuple aux affaires intérieures, Lavrenti Beria, a adressé à Staline une note proposant leur exécution. Staline a approuvé. Les exécutions ont commencé en avril 1940 et se sont poursuivies jusqu'en mai. Le processus était systématique. Les prisonniers étaient appelés individuellement, soi-disant pour une procédure de routine. On les conduisait un à un dans une pièce pour les exécuter d'une balle dans la nuque. Le corps était traîné dehors et le prisonnier suivant était amené. Le plus grand site d'exécution était la forêt de Katyn, près de Smolensk. Environ 4400 corps y ont été enterrés. D'autres fosses communes se trouvaient à Mednoï et à Piatikatki. Les exécutions ont été soigneusement consignées dans les archives du commissariat du peuple aux affaires intérieures où, en 1943, les forces allemandes occupant Smolensk ont découvert les fosses. Ce fut une aubaine pour la propagande. Les nazis ont largement publié leur découverte. L'Union soviétique a immédiatement dénoncé ces affirmations comme étant de la propagande nazie, insistant sur le fait que les Allemands avaient eux-mêmes commis le massacre en 1941. Après la guerre, le massacre de Katyn devint tabou en Pologne, sous contrôle soviétique. La version officielle était que les Allemands étaient responsables. Toute personne suggérant la responsabilité soviétique pouvait être emprisonnée. Les familles des victimes, intimidées, restaient silencieuses.
Pendant 50 ans, l'Union soviétique a maintenu le mensonge. En 1990, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a finalement admis que le commissariat du peuple aux affaires intérieures avait exécuté les prisonniers. En 1992, le président russe Boris Eltsine a remis des documents, dont la signature de Staline, autorisant les exécutions. Ces aveux ont permis l'érection de véritables mémoriaux. Mais pour de nombreux survivants et familles, cette reconnaissance est arrivée trop tard. Ils avaient passé toute leur vie à connaître la vérité sans pouvoir l'exprimer. Le massacre de Katyn et sa dissimulation ont révélé comment des États suffisamment puissants pouvaient fabriquer l'histoire, comment la politique internationale pouvait l'emporter sur la vérité et le profond préjudice causé lorsque la vérité est officiellement niée. Forcer les gens à vivre avec une dissonance cognitive entre ce qu'ils savent et ce qu'ils sont autorisés à dire. Le 14 novembre 1940, les décrypteurs britanniques ont déchiffré des messages allemands indiquant qu'un bombardement massif était imminent et ont peut-être révélé que la cible était Coventry. Mais la ville n'a pas été évacuée et des centaines de personnes sont mortes cette nuit-là. Ce qui a conduit à un débat pour savoir si Winston Churchill avait délibérément sacrifié des civils afin de protéger le secret selon lequel la Grande-Bretagne avait percé les codes allemands. C'est important parce que si Winston Churchill savait et a choisi de ne pas agir, cela signifie que la promesse la plus sacrée du gouvernement a été délibérément rompue. L'histoire commence en 1939, lorsque les services de renseignement polonais ont partagé leurs travaux sur Enigma avec la Grande-Bretagne. À la mi-1940, les décrypteurs britanniques de Bletchley Park lisaient régulièrement les communications de la Luftwaffe allemande. Les renseignements étaient nommés Ultra et constituaient le secret le mieux gardé de la Grande-Bretagne. Ultra a révélé que les Allemands préparaient une opération majeure appelée Sonate au clair de lune pour la mi-novembre. 1940, les services de renseignement britanniques travaillaient à identifier les cibles. Une désignation avait été associée à Coventry dans des interceptions précédentes, bien que le lien ne soit pas totalement certain. Le 12 novembre, les services de renseignement britanniques ont appris que l'opération Moonlight Sonata était imminente. Ils savaient que ce serait un raid de grande envergure, utilisant des avions éclaireurs pour marquer les cibles. Ce qu'ils ne savaient pas avec certitude, c'était la cible précise. Plusieurs villes semblaient possibles le 14 novembre. Des informations supplémentaires annonçaient un raid pour la nuit. Les défenses aériennes britanniques furent mises en alerte. Des efforts ont été faits pour brouiller les faisceaux radio allemands, mais point crucial, Coventry elle-même ne fut pas évacuée ce soir-là. Dès 19h, les bombardiers allemands arrivèrent. Cela dura 11 heures. Environ 500 avions larguèrent 500 tonnes d'explosifs et 30 000 bombes incendiaires. Le centre-ville médiéval fut dévasté, la cathédrale de Coventry fut détruite, à l'exception de sa tour. Plus de 500 personnes furent tuées. La question s'est posée, aurait-on pu faire davantage pour protéger Coventry ? L'idée que Churchill ait sacrifié Coventry volontairement est apparue dans des livres des années 1970. On disait que Churchill savait que Coventry serait visé, mais qu'il n'avait pas évacué la ville pour ne pas révéler que la Grande-Bretagne déchiffrait les codes allemands. Si la Luftwaffe arrivait et voyait que Coventry avait été évacué, ils enquêteraient sur leur communication, leur sécurité et pourraient y découvrir la faille d'Enigma. Les preuves sont complexes et ambiguës. Les documents révèlent que les renseignements britanniques soupçonnant Coventry d'être une cible. Le secrétaire de Churchill a noté que, dans l'après-midi du 14 novembre, Churchill a mentionné qu'un raid pourrait frapper Birmingham ou Coventry. Cependant, les renseignements n'étaient pas certains. Plusieurs villes semblaient implausibles. Les défenseurs font remarquer qu'évacuer une ville entière en quelques heures aurait été impossible. Où iraient 200 000 personnes ? De plus, la reconnaissance allemande pourrait remarquer une activité inhabituelle. Les Britanniques ont pris des mesures défensives. Des chasseurs ont été envoyés et les batteries anti-aériennes sont intervenues. Des tentatives ont été faites pour brouiller les faisceaux de navigation. Ces actions étaient cohérentes avec un état d'alerte élevé, mais restaient en deçà de ce qui aurait pu être fait si empêcher le raid à tout prix avait été la priorité. La vérité complète sur ce que Churchill savait ne sera peut-être jamais établie. Ce qui est certain, c'est la complexité morale du dilemme.
Les gouvernements sont régulièrement confrontés à des décisions où la protection des sources de renseignement peut exiger d'accepter des conséquences négatives. Le débat sur Coventry révèle les limites de la responsabilité dans les démocraties en temps de guerre. Si Churchill était au courant et a choisi de ne pas évacuer, il a pris cette décision essentiellement de manière unilatérale, en secret. La responsabilité démocratique s'effondre précisément au moment où les décisions les plus moralement complexes sont prises. Aujourd'hui, la cathédrale de Coventry se dresse en ruine comme un mémorial symbolisant à la fois la destruction de la guerre et la complexité du paysage moral, là où même les démocraties ont dû faire des choix qui mettent leurs valeurs à l'épreuve. Sur la rive du lac Ontario, en décembre 1941, le Canada a ouvert une installation secrète appelée Camp X, où des agents alliés ont appris à tuer en silence, à crocheter des serrures, à saboter, à falsifier des documents et à résister à la torture. Devenant le modèle de la formation moderne en renseignement, cela a son importance car Ian Fleming s'y est entraîné et a basé James Bond sur les techniques qu'il y a apprises. Et parce que cela a prouvé que des civils ordinaires pouvaient être transformés en agents de renseignement efficaces. En seulement quelques semaines, le camp X, officiellement l'école spéciale d'entraînement 103, a été établi sur une ferme de 275 acres près de Whitby, en Ontario. L'emplacement a été choisi avec soin, proche des grandes villes mais isolé, avec un accès à l'eau pour des déplacements discrets. La force motrice était William Stevenson, nom de code intrépide, car Charles C-40 en est suivant, qui dirigeait les opérations de renseignement britanniques depuis New York. Il a reconnu que les deux pays avaient besoin d'agents formés, mais manquaient d'un code d'installation adéquate. Le camp a ouvert le 6 décembre 1941, un jour avant Pearl Harbor. L'entraînement était intense et complet. Les recrues passaient en saut de 6 à 12 semaines à apprendre des techniques de mise à mort silencieuse, la manipulation des armes, les explosifs, les communications et les techniques de métier. L'entraînement physique était rigoureux. Ils apprenaient à neutraliser les sentinelles discrètement avec un couteau, par étranglement ou avec des armes improvisées. L'entraînement portait sur les armes à feu alliées et ennemies, tandis que la formation aux explosifs enseignait le sabotage des chemins de fer, ponts et usines. La formation en communication incluait le morse et la radio, tandis que l'espionnage portait sur le crochetage, l'ouverture de coffres, la falsification de documents et la surveillance. L'un des aspects les plus éprouvants était la résistance à l'interrogatoire. Les stagiaires subissaient des simulations de capture, des interrogatoires intenses, du stress, du manque de sommeil, ainsi que des lumières vives et des bruits forts. Le but était de les préparer à ce qu'ils pourraient affronter en cas de capture. Parmi les stagiaires notables figurait Ian Fleming, qui est venu au camp X en 1942. Ses expériences là-bas allaient profondément influencer ses romans d'espionnage. Beaucoup des compétences de Bond ont été enseignées au camp X. Plusieurs instructeurs ont peut-être servi de modèle partiel pour le personnage de Bond. La sécurité était très stricte. L'installation était entourée de clôtures et de gardes. Les stagiaires utilisaient des noms de code et il leur était interdit de discuter de ce qu'ils faisaient dans. La pression psychologique était immense. Ils étaient préparés à opérer derrière les lignes ennemies où la capture signifiait la torture et l'exécution. Beaucoup de stagiaires abandonnés sont. Ceux qui obtenaient la lorsque le tenant leur diplôme savaient un temps qu'ils allaient affronter un danger extrême. Après la guerre, le camp X a fermé en 1946. Les bâtiments ont été démolis pendant 43 ans. Le gouvernement canadien a refusé de reconnaître son existence. L'histoire de l'installation n'a été déclassifiée qu'en 1981-400. L'héritage s'étend bien au-delà de son existence physique. Lorsque la Central Intelligence Agency a été créée en 1947, elle a étudié le programme de Camp X. Le centre de formation de la CIA à Camp Peary a adopté de nombreuses méthodes du Camp X. Le camp a démontré que des espions efficaces pouvaient être rapidement formés à partir de civils ayant les aptitudes requises, démocratisant ainsi l'espionnage et permettant aux agences de renseignement d'étendre rapidement leur réseau d'agents. Entre 1943 et 1951 environ, 345 conservateurs de musées, historiens de l'art et architectes ont suivi les armées alliées dans les zones de combat, s'efforçant de retrouver les chefs-d'œuvre volés avant qu'ils ne soient détruits.
découvrant des tableaux de Rembrandt dans des mines de sel et sauvant des trésors entiers de cathédrales, tout en esquivant les tirs d'artillerie. Ceci est important car ils ont protégé le patrimoine culturel de l'humanité alors qu'il était délibérément visé, prouvant que des érudits non armés en pleine guerre étaient prêts à risquer leur vie. Pour sauver des tableaux et des sculptures, le programme des monuments, beaux-arts et archives a été créé en 1943. L'idée est venue de professionnels de l'art qui ont constaté que la guerre causait des dégâts culturels sans précédent. Des bâtiments historiques étaient détruits, des musées gitois sont pillés, des collections d'art volées par des responsables nazis. Le concept a d'abord rencontré de la résistance de la part des commandants militaires, mais les défenseurs ont soutenu que le patrimoine culturel faisait partie des choses que les Alliés combattaient pour préserver. Les nazis pillaient systématiquement des œuvres d'art depuis 1939. Hitler prévoyait un immense musée à Linz, le musée du Führer, qui devait abriter la plus grande collection jamais réunie. Hermann Göring collectionnait également de manière obsessionnelle. À eux deux, ils avaient envolé des dizaines de milliers d'œuvres d'art. Les hommes des monuments ont d'abord dû relever plusieurs défis, notamment protéger les monuments des dégâts causés par les combats en conseillant aux commandants quels bâtiments éviter. Deuxièmement, sécuriser les œuvres d'art encore sur place mais en danger. Troisièmement, retrouver et récupérer les œuvres d'art volées. La percée a eu lieu au printemps 1945, lorsque les forces alliées ont pénétré en Allemagne et en Autriche. Dans la mine de sel de Merkers, les forces américaines ont découvert les réserves d'or allemandes et des œuvres d'art provenant des musées de Berlin. La découverte la plus spectaculaire a eu lieu à Altersee, une mine de sel dans les Alpes autrichiennes. L'équipe de l'officier des monuments, Robert Pozzi, a appris qu'elle contenait la collection personnelle d'Hitler. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont trouvé plus de 6500 tableaux, dont des œuvres de Vermeer, Rembrandt et Michel-Ange. Ils ont également découvert des bombes qui avaient été placées mais jamais déclenchées. Les mineurs locaux avaient saboté les détonateurs, choisissant de sauver l'art plutôt que d'obéir aux ordres d'Hitler. Le travail était souvent dangereux. Des mines terrestres jonchaient trop la zone, les bâtiments étaient instables et des munitions non explosées partout. Plusieurs monuments, des hommes ont été tués. À la fin de la guerre, l'attention s'est portée sur le retour des œuvres d'art. Déterminer la propriété légitime était difficile lorsque les archives avaient été détruites et que les propriétaires d'origine étaient décédés. Les familles juives qui avaient été forcées de vendre ont rencontré des difficultés particulières pour prouver leur propriété. L'Union soviétique a compliqué les choses en pillant simplement des œuvres d'art en Allemagne comme réparation. En 1951, ils avaient récupéré des centaines de milliers d'œuvres d'art. Le travail des hommes des monuments a établi des précédents importants, menant à la Convention de la Haye de 1954, qui exige des forces militaires qu'elles protègent les biens culturels pendant les conflits armés. Ils ont démontré que la protection du patrimoine culturel nécessite une expertise spécialisée. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des héros qui ont sauvé des éléments irremplaçables de la civilisation humaine. Ils ont ainsi permis aux générations futures de découvrir des œuvres qui nous relient aux artistes et aux cultures qui les ont créées. Au cœur de la brutalité de la guerre, ils ont affirmé que certaines choses méritent d'être protégées, non pas parce qu'elles sont stratégiquement importantes, mais parce qu'elles sont des expressions irremplaçables de la créativité humaine. Entre 1945 et 1959, les services de renseignement américains ont secrètement fait venir plus de 1600 scientifiques allemands aux États-Unis, dont beaucoup étaient d'anciens membres du parti nazi et des officiers SS, y compris Werner von Braun, qui avaient supervisé le travail forcé. Leurs dossiers ont été blanchis et ils ont reçu de nouvelles identités afin de pouvoir travailler sur des programmes américains. Ceci est important parce que ces hommes, dont certains avaient du sang de camps de concentration sur les mains, sont devenus des citoyens américains respectés, ont construit les fusées qui sont allées sur la Lune et n'ont subi aucune conséquence. L'opération Paperclip a officiellement commencé en août 1945. Alors que les Alliés avançaient en Allemagne, les équipes de renseignement américaines et soviétiques se sont précipitées pour capturer les scientifiques allemands. Les États-Unis cherchaient à profiter de l'expertise allemande en fuséologie, aéronautique et technologie avancée. Les Allemands avaient réalisé de véritables avancées.
La Heavy-2 était le premier missile balistique à longue portée au monde. Les avions à réaction allemands surpassaient en tout ce que détenaient les Alliés. Le problème, c'est que beaucoup de ces scientifiques avaient été des participants actifs à l'effort de guerre nazi. Ils avaient travaillé dans des programmes utilisant le travail forcé. Beaucoup avaient été membres du parti nazi, certains avaient fait partie de la SS. Selon les principes de Nuremberg, beaucoup auraient pu être poursuivis pour crimes de guerre. Mais les États-Unis ont pris une décision calculée. L'avantage technologique était plus important que la justice. La figure centrale était Werner von Braun, le brillant scientifique spécialiste des fusées qui dirigeait le programme V2 de l'Allemagne. Le programme V2 a été réalisé grâce au travail forcé des prisonniers du camp de Mittelbau-Dora. Plus de 20 000 prisonniers sont morts en construisant les fusées V2. Von Braun avait visité Mittelbau-Dora à plusieurs reprises. Il a vu les conditions, il savait que des prisonniers mouraient. Bon. Selon toute interprétation raisonnable, il aurait dû être poursuivi en justice. On lui a proposé un contrat à la place. En septembre 1945, von Braun et son équipe étaient à Fort Bliss, Texas, pour commencer à travailler sur les programmes de fusées américains. La suppression des informations compromettantes dans les dossiers était systématique. L'opération Paperclip doit son nom au trombone utilisé pour attacher des biographies falsifiées aux dossiers. Les dossiers originaux contenant des informations sur l'appartenance au parti nazi, le grade dans la SS ou les crimes de guerre ont été supprimés ou modifiés. Cette tromperie n'était pas seulement destinée aux Allemands. Les responsables américains ont menti à leur propre gouvernement. Le président Truman avait publié une directive excluant les partisans actifs du nazisme. L'opération Paperclip a violé cette directive à plusieurs reprises en falsifiant des dossiers. La justification restait. Si nous ne les prenons pas, les soviétiques le feront. Les deux camps ont compromis leurs principes pour prendre l'avantage, chacun justifiant ses actes en pointant du doigt ce que faisait l'autre. Des scientifiques nazis ont ainsi été protégés par les deux puissances de la guerre froide. Les scientifiques, loin de l'opération Paperclip, ont eu un impact majeur. Von Braun et son équipe ont développé des fusées qui ont permis aux astronautes d'aller sur la Lune. Il est devenu une personnalité publique, apparaissant à la télévision et écrivant des livres. Il est mort en 1977 honoré comme un héros du programme spatial. Son passé nazi a rarement été mentionné de son vivant. L'ampleur totale est restée classifiée pendant des décennies. Dans les années 1980, des journalistes ont découvert des documents, Arthur Rudolph étant exposé pour son rôle à Mittelbau. Dora a renoncé à sa citoyenneté américaine et est retourné en Allemagne en 1984. Les questions morales n'ont jamais reçu de réponse satisfaisante. Est-ce que cela en valait la peine ? Les États-Unis ont poursuivi les criminels de guerre nazis à Nuremberg, établissant des principes sur la responsabilité individuelle, mais des scientifiques possédant des connaissances précieuses ont été recrutés. Le message était clair. Votre culpabilité morale dépend de ce que vous avez à nous offrir. Les scientifiques ont eu une nouvelle vie et des honneurs, mais leurs victimes n'ont reçu ni justice ni reconnaissance. Après la Seconde Guerre mondiale, des réseaux de clercs catholiques ont aidé des milliers d'officiers nazis à fuir en Amérique du Sud avec des documents étant de la Croix-Rouge et du Vatican. Ils faisaient y passer les fugitifs par des maisons sûres et des monastères le long de routes appelées lignes de rats. Ceci est important parce que l'Église catholique, ou certains de ses membres, a activement aidé des criminels de guerre, y compris Adolf Eichmann et Joseph Mengele, en privilégiant l'idéologie anticommuniste plutôt que la responsabilité pour le génocide. Les lignes de rats n'étaient pas un programme organisé unique, mais un réseau informel d'individus coopérant pour faire sortir les nazis recherchés d'Europe. Les itinéraires partaient généralement d'Allemagne ou d'Autriche vers l'Italie, en particulier Rome, puis continuaient vers l'Amérique du Sud, notamment l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Plusieurs facteurs ont contribué. Tout d'abord la sympathie idéologique. De nombreux membres du clergé catholique conservateur voyaient le communisme comme une menace plus grave que le fascisme. Deuxièmement, le pragmatisme de la guerre froide. Les agences de renseignement occidentales ont commencé à recruter d'anciens nazis, ayant une expertise dans les affaires soviétiques. Troisièmement, la dysfonction bureaucratique. L'occupation alliée était débordée, et traquer chaque nazi n'était pas une priorité.
Le fonctionnement était généralement le suivant. Un fugitif contactait un facilitateur, souvent un prêtre. Le facilitateur fournissait un abri, souvent dans un monastère ou une propriété de l'Église. Le fugitif recevait de faux papiers d'identité. Avec ceux-ci, il pouvait obtenir des papiers de voyage de la Croix-Rouge, largement acceptés pour les déplacements internationaux. Le centre névralgique était Rome. L'évêque Alois Udal était l'un des facilitateurs les plus actifs. Il avait été ouvertement pro-nazi pendant la guerre et considérait qu'aider d'anciens nazis était un devoir moral. Un autre personnage clé était le père Krunoslav Draganović, un prêtre croate qui dirigeait les opérations pour les fascistes croates et les officiers allemands. Les fugitifs comptaient parmi eux certains des criminels nazis les plus notoires. Adolf Eichmann s'est enfui en Argentine en utilisant des papiers d'identité au nom de Ricardo Clément. Il a vécu ouvertement à Buenos Aires jusqu'à ce que des agents israéliens l'arrêtent en 1960. Joseph Mengele s'est également enfui en Amérique du Sud, vivant au Brésil jusqu'à sa mort en 1979. Franz Stang, le commandant de Treblinka, s'est enfui au Brésil. Klaus Barbie est arrivé en Bolivie. La liste se poursuit avec des dizaines de grands criminels et des milliers d'autres moins importants. L'ampleur de l'implication officielle du Vatican reste débattue. Le pape Pie XII savait que le clergé aidait des fugitifs, mais il n'est pas clair s'il l'a explicitement autorisé. Les archives du Vatican restent maison partiellement fermées. Ce qui est clair, c'est que de nombreux responsables de l'Église ont participé activement. Les justifications morales sont révélatrices et troublantes. Certains ont affirmé qu'ils ne connaissaient même pas l'identité des fugitifs, ce qui semble invraisemblable. Certains disaient s'opposer à la justice vengeresse, mais aider des meurtriers de masse à fuir n'est pas de la clémence. C'est permettre d'autres crimes et refuser la justice aux victimes. Les conséquences peuvent aller au-delà du fait de laisser des criminels s'échapper. Les fugitifs qui atteignaient l'Amérique du Sud poursuivaient souvent leurs activités, travaillant pour des régimes répressifs et formant les forces de sécurité. Klaus Barbie a travaillé pour la dictature bolivienne. L'expertise en répression développée par les nazis a été exportée, permettant des violations des droits de l'homme des décennies après la guerre. Au fil du temps, certains fugitifs ont été arrêtés. La capture d'Eichmann en 1960 fut la plus spectaculaire, mais beaucoup sont morts avant de faire face à la justice. L'Église a été réticente à reconnaître pleinement son rôle. L'histoire de la filière d'exfiltration soulève des questions dérangeantes sur les institutions et la responsabilité morale. L'Église catholique est vaste et complexe, avec des points de vue variés. De nombreux catholiques ont été des héros pendant la guerre, mais certains ont aidé les nazis à fuir. Les Ratlines restent un chapitre sombre, qui démontre comment l'anticommunisme et l'antisémitisme pouvaient comme se combiner pour susciter de la sympathie envers des criminels génocidaires, et nous rappelle que la justice retardée est souvent une justice refusée. En 1932, 7 ans avant la Seconde Guerre mondiale, 3 mathématiciens polonais ont déchiffré la machine allemande Enigma que les experts considéraient comme inviolable. Ils ont construit des ordinateurs mécaniques pour décoder les messages et en juillet 1939 ont tout partagé avec la Grande-Bretagne, quelques semaines seulement avant l'invasion. Ils ont ainsi posé les bases du succès de Bletchley Park, mais sont restés méconnus pendant des décennies. C'est important car sans la percée polonaise, le débarquement aurait pu échouer. La bataille de l'Atlantique aurait pu être perdue et la guerre aurait pu durer des années de plus, avec des millions de morts supplémentaires. L'histoire commence en 1926, lorsque l'armée allemande a commencé à utiliser les machines Enigma. Les Allemands pensaient qu'Enigma était inviolable, calculant des milliards et des milliards de combinaisons possibles. Les Polonais avaient une forte motivation pour la décrypter. La Pologne se trouvait entre l'Allemagne et l'Union soviétique, toutes deux hostiles. En 1929, le bureau du chiffre polonais a recruté 3 mathématiciens de l'université de Poznań, Marian Rajewski, Jezebel Różycki et Henryk Zigali. Rajewski était la figure clé. À la fin de 1932, on lui a remis une machine Enigma et des messages interceptés. Les tentatives précédentes étaient basées sur des approches linguistiques. Rodewski a adopté une approche différente en la traitant comme des mathématiques pures, utilisant la théorie des groupes et la théorie des permutations.
Après plusieurs semaines de travail principalement seul, il a fait une percée. Il a déterminé le câblage interne des rotors en analysant les motifs. Début 1933. Rodewski avait cassé Enigma. Le bureau du chiffre polonais pouvait désormais lire les communications militaires allemandes, mais casser Enigma n'était pas un exploit unique. Les Allemands modifiant sans cesse les réglages. En 1938, Rodewski a conçu une machine pour automatiser la recherche des réglages quotidiens. Il l'a traité de bombardier. C'était un dispositif électromécanique capable de tester rapidement les différentes positions des rotors. 6 bombardiers collaborants pouvaient déterminer les réglages quotidiens d'Enigma en près de 2 heures. C'était l'un des premiers exemples d'utilisation de machines pour la cryptanalyse. Tout au long des années 1930, le bureau du chiffre polonais lisait les communications allemandes, mais en 1939, l'Allemagne ajoutait de la complexité à Enigma. Les cryptanalystes polonais avaient du mal à suivre. En juillet 1939, alors que la guerre était imminente, la Pologne prit une décision capitale. Ils ont invité les services de renseignement français et britanniques à Varsovie et ont tout partagé. Rodewski a expliqué ses méthodes. Ils ont fourni des machines Enigma reconstruites et des plans pour le bombardier. Les Britanniques étaient en stupéfaits. 6 semaines plus tard, l'Allemagne a envahi la Pologne. Le bureau du chiffre polonais a évacué Rodewski, Rosicki et Zygielski, qui ont poursuivi leur travail en France puis en Algérie. Pendant ce temps, les Britanniques se sont appuyés sur les bases polonaises. À Bletchley Park, Alan Turing a utilisé le travail de Rodewski pour développer des méthodes améliorées. Les renseignements produits, nommés Ultra, ont été cruciaux pour la victoire des Alliés. La contribution polonaise est restée secrète. Les récits britanniques ont attribué le mérite à Turing, tout en mentionnant à peine les Polonais. Les mémoires de Churchill ne les ont pas reconnus. Les 3 cryptanalystes ont eu des expériences très différentes après la guerre. Rosicki s'est noyé en 1942, lorsque son navire a coulé. Zygielski a travaillé à Bletchley Park, mais ses apports ont été minimisés. Il était mort en 1978. Rodewski est retourné en Pologne et a travaillé comme comptable, interdit de parler de son travail. Ce n'est qu'en 1967 qu'il a enfin pu dire aux gens ce qu'il avait fait. L'histoire complète n'est devenue largement connue que dans les années 1970 et 1980, lorsque les documents ont été déclassifiés. L'exploit des cryptanalystes polonais était remarquable par sa brillance technique et son timing. Ils ont déchiffré Enigma avant que la plupart des pays n'envisagent une nouvelle guerre. Ils ont développé des méthodes en avance de plusieurs années sur leur temps et ils ont partagé leur travail lorsqu'ils ne pouvaient plus porter ce fardeau seuls. Sans la réunion de juillet 1939, les Britanniques n'auraient sans doute jamais cassé Enigma, où cela aurait pris beaucoup plus de temps. L'impact a été incalculable. Ultra a raccourci la guerre d'au moins 2 ans et a sauvé des millions de vies. Tout cela découle de 3 mathématiciens polonais dans les années 1930. En 1935, Heinrich Himmler a créé la Nonnerbe, une organisation SS qui a envoyé des expéditions au Tibet, à la recherche des origines aryennes. Ils ont enquêté sur des rituels occultes et des runes, et ont employé des scientifiques aux côtés de mystiques dans une fusion étrange d'érudition et d'idéologie raciale. Cela importe parce que certains chercheurs de la Nonnerbe ont mené d'horribles expériences médicales sur des prisonniers des camps de concentration, révélant comment les régimes totalitaires peuvent corrompre la science elle-même, en orientant la recherche vers des conclusions idéologiques. La Nonnerbe, signifiant héritage ancestral, fut fondée le 1er juillet 1935. Himmler voulait créer une institution savante fournissant un soutien scientifique aux théories raciales nazies. Il voulait des preuves que la race aryenne avait des racines anciennes remontant à des milliers d'années, que les peuples germaniques avaient créé de grandes civilisations à la préhistoire. L'organisation a attiré un mélange éclectique de véritables chercheurs cherchant des financements, de véritables partisans de l'idéologie nazie et d'opportunistes poursuivant des théories marginales. L'un des premiers grands projets fut des fouilles archéologiques en Allemagne. Des équipes ont fouillé des sites considérés comme ayant une importance germanique ancienne. Certains travaux étaient archéologiques, mais les interprétations restèrent très spéculatives. Un tesson de poterie pouvait être présenté comme la preuve d'une civilisation sophistiquée.
Des sites funéraires étaient interprétés comme la preuve d'une ancienne culture guerrière. La plus célèbre expédition fut la mission au Tibet de 1938-39 dirigée par Ernst Schäfer. Le but officiel était la recherche scientifique. Le but officieux était plus étrange. Himmler croyait que le Tibet pouvait détenir les secrets des anciennes origines aryennes. L'expédition a passé des mois au Tibet à collecter des spécimens et à rencontrer des officiels, y compris le Dalai Lama. Ils ont mesuré les crânes tibétains pour déterminer les similitudes raciales avec les Européens. D'un point de vue scientifique, cela a produit de véritables données zoologiques. Mais les mesures raciales et les spéculations mystiques étaient une idéologie pseudo-scientifique. L'organisation a également étudié les runes et les anciens symboles germaniques. La SS utilisait abondamment les symboles runiques. Certains travaux relevaient dans Fulgers TV de la philologie légitime, mais beaucoup relevaient dans de la spéculation mystique, affirmant que les runes tiennent des propriétés magiques. Mais le travail de Lannenerbe ne se limitait pas aux expéditions. L'organisation menait aussi des recherches médicales devenues vraiment horribles. Sigmund Rascher a mené des expériences sur des prisonniers de Dachau, les soumettant à des conditions d'altitude extrême et à de l'eau glacée pour étudier l'hypothermie. August Hirt a constitué une collection de squelettes juifs pour des études anatomiques. En 1943, il a fait assassiner 86 prisonniers juifs dans une chambre à gaz. Leurs corps ont été décharnés et les squelettes préparés pour une collection universitaire. Ces expériences ont révélé la corruption ultime de la mission de Larnenerbe. À la fin de la guerre, Larnenerbe a été dissoute. Ses dirigeants ont connu des destins différents. Certains n'ont jamais été poursuivis et sont retournés à la vie universitaire. Russie n'a jamais été jugée. Il a été exécuté par la SS elle-même en 1944. Hart s'est suicidé lorsque les forces alliées se sont approchées. L'héritage démontre à quel point les institutions universitaires peuvent être facilement corrompues lorsqu'elles servent des objectifs idéologiques plutôt qu'empiriques. Là, Neneb a montré comment de véritables érudits peuvent être compromis par leur association avec le mal, et comment l'éducation et l'intellect n'immunisent pas les gens contre la participation à des atrocités. Au-delà du cercle arctique, sur des îles isolées, au nord de la Sibérie, Staline dirigeait certains des camps les plus brutaux du système du goulag, où les prisonniers avaient été littéralement travaillés à mort dans des températures atteignant moins 50 degrés Celsius, avec des taux de survie si faibles que des convois entiers de prisonniers arrivaient et mouraient en quelques mois. Ceci est important parce que ces camps représentaient lentement le contrôle extrême de l'Union soviétique, où des gens pouvaient disparaître si complètement que même leur mort n'était pas enregistrée. Le système du goulag soviétique est bien connu, mais au sein de ce système déjà horrible, les pires camps se trouvaient dans le Grand Nord, au-delà du cercle arctique, où l'environnement lui-même faisait office de bourreau. Les îles Baleines étaient situées dans la mer de Barents, au nord de la région de Mourmansk. Ces camps ont fonctionné du début des années 1930 jusqu'aux années 1950, la période la plus terrible étant la fin des années 1930 et le début des années 1940. Les prisonniers envoyés dans les camps arctiques appartenaient à plusieurs catégories. Beaucoup étaient des prisonniers politiques accusés d'activités contre-révolutionnaires, des accusations souvent totalement fabriquées. D'autres étaient membres de groupes ethniques ciblés. Le voyage était lui-même souvent mortel. Les prisonniers étaient transportés dans des wagons bondés pendant des semaines, puis embarqués sur des navires pour la dernière étape. Les voyages étaient cauchemardesques, avec des prisonniers entassés dans les cales à marchandises. Les navires arrivaient, avec des dizaines de morts à leur bord. Les prisonniers faisaient face à des conditions conçues pour les tuer. Les baraquements n'étaient pas chauffés ou à peine, offrant presque aucune protection contre le froid qui descendait régulièrement à moins 40 ou 50 degrés Celsius. Les prisonniers recevaient des vêtements insuffisants. Les engelures étaient universelles. Le travail était brutal et inutile. Les prisonniers étaient forcés d'extraire du minerai ou de construire des installations dans des températures où la peau exposée gelait en quelques minutes. Les quotas de production étaient impossiblement élevés. Ne pas les atteindre signifiait des rations réduites, ce qui affaiblissait les prisonniers, une spirale de la mort dont il n'y avait aucune échappatoire.
La nourriture était volontairement insuffisante, bien en dessous des besoins humains pour survivre. En effectuant des travaux pénibles dans un froid extrême, les prisonniers perdaient rapidement du poids. En quelques semaines, les nouveaux arrivants développaient erremment le scorbut. En quelques mois, beaucoup seraient en morts. Les soins médicaux étaient ainsi pratiquement inexistants. Les taux de mortalité étaient effarants, dans certains camps. Pendant les pires périodes, la mortalité atteignait 30 ou 40% par an. La tenue des registres était délibérément négligée. De nombreux décès n'étaient même pas enregistrés, les corps étaient enterrés dans des fosses communes ou empilés lorsque le sol était trop gelé. L'isolement rendait les camps arctiques particulièrement adaptés pour réduire au silence les personnes gênantes. S'évader, c'était mourir de froid en quelques heures, sans aucune localité proche. Les prisonniers Gegeseneters étaient aussi enfermés que dans des cellules, captifs de la géographie et du climat. À la fin de la guerre en Europe, et quand la tension s'est déplacée, mais les camps arctiques ont assumé des fonctions supplémentaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains prisonniers fabriquaient du matériel de guerre. Les années de guerre ont été particulièrement brutales parce que les ressources étaient détournées vers l'armée. La véritable ampleur des pertes humaines ne sera peut-être jamais totalement connue. Les archives soviétiques étaient délibérément incomplètes. Les estimations suggèrent que des dizaines de milliers de personnes sont mortes dans les installations arctiques, peut-être plus de 100 000. Les survivants ont gardé des cicatrices physiques et psychologiques à vie. Beaucoup ne pouvaient évoquer leur expérience, car même après leur libération, il était interdit de parler des conditions dans les camps. Ce n'est qu'à partir des années 1960 que certains ont commencé à parler, et il a fallu attendre les années 1990 après l'effondrement de l'Union soviétique pour que les historiens aient un accès plus large aux archives. Aujourd'hui, les camps de l'Arctique sont pour la plupart abandonnés. Certains possèdent comme c'est des mémoriaux, mais beaucoup restent sans marque. La mémoire reste contestée en Russie, avec une résistance à toute enquête approfondie. Les camps de l'Arctique témoignent de la façon dont les États totalitaires peuvent effacer les personnes gênantes, à tel point que, des décennies plus tard, nous ne savons toujours pas exactement combien sont morts, ni tous leurs noms. La terre gelée renferme des secrets qui ne seront jamais totalement révélés. Les décrypteurs de codes américains avaient percé les codes diplomatiques japonais et intercepté des messages évoquant les préparatifs de guerre. Les services de renseignement militaires ont suivi des mouvements de flotte suspects et des avertissements sont parvenus à Washington indiquant qu'une attaque était imminente. Pourtant, les informations étaient fragmentées entre les agences et les avertissements cruciaux n'ont jamais atteint les commandants à Hawaï avant que les avions japonais n'attaquent Pearl Harbor le 7 décembre 1941, tuant plus de 2400 Américains. L'histoire commence en 1940 lorsque les cryptanalystes américains ont déchiffré Purple, le code diplomatique japonais. Cela a donné aux États-Unis l'accès aux communications japonaises de haut niveau. Les messages déchiffrés, nom de code Magic, montraient que les relations entre les États-Unis et le Japon se détérioraient tout au long de 1941, mais il y avait des limites. Magic révélait la stratégie diplomatique, mais ne montrait pas les plans militaires détaillés qui utilisaient d'autres codes que les cryptanalystes américains n'avaient pas déchiffrés. Au-delà du renseignement d'origine électromagnétique, le renseignement militaire américain suivait les mouvements de la flotte japonaise. En novembre 1941, cela révéla quelque chose d'alarmant. Une partie importante de la flotte japonaise avait disparu des radars. Des navires qui émettaient régulièrement des signaux radio sont soudainement restés silencieux. Ce silence radio était en soi suspect, courant lorsqu'une flotte se prépare à des opérations. Mais sans savoir où se trouvait la flotte, il était difficile de faire des prédictions précises. Fin novembre, les interceptions Magic ont montré que les diplomates japonais à Washington devaient en remettre une note finale à 13 heures. Heure de Washington, le 7 décembre 1941. La précision de l'heure suggérait une importance militaire. En coordination avec la livraison du message, les cryptanalystes américains ont travaillé toute la nuit à déchiffrer le message en 14 parties Starkul. Au petit matin du 7 décembre, ils disposaient du texte complet indiquant que le Japon rompait les négociations. Un avertissement a été préparé pour être envoyé au commandement du Pacifique, mais le processus a pris du temps. Des signes avant-coureurs sont apparus à Pearl Harbor à 3h42 du matin,
Le dragueur de mine United States Ship Condor a repéré un périscope à 6h37 du matin. Le United States Shipward a attaqué et coulé un sous-marin de poche à 7h02. Les opérateurs radars de l'armée ont détecté une grande formation d'avions approchant, mais l'officier de service a supposé qu'il s'agissait des bombardiers B-17 attendus de Californie. À 7h55 du matin, les premières bombes japonaises sont tombées. L'attaque a été une totale surprise. Les avertissements qui auraient pu éviter la catastrophe existaient en. La question est de savoir pourquoi ils n'ont pas été pris en compte. La fragmentation bureaucratique explique en partie la réponse. Le renseignement américain était divisé entre l'armée de terre et la marine, avec une coordination limitée. L'analyse du renseignement posait problème. Même si certains signes montraient un danger, personne n'a réuni tous les éléments. Il y a également eu un manque d'imagination. La plupart des dirigeants s'attendaient à une attaque japonaise contre les Philippines ou l'Asie du Sud-Est, pas contre Pearl Harbor. Après l'attaque, triomphée des attaques de Macao Fonso de Semanak, des questions sur la responsabilité ont aussitôt émergé. 8 enquêtes majeures ont été menées entre 1941 et 1946. Certains ont blâmé les commandants hawaïens de ne pas avoir été plus vigilants. Certains ont reproché aux responsables de Washington un manque de partage efficace des renseignements. D'autres encore ont évoqué des défaillances systémiques. Des théories du complot ont émergé, affirmant que Roosevelt était au courant de l'attaque imminente, mais qu'il l'a laissé se produire. Cela n'est pas étayé par des preuves. Les archives montrent qu'il y avait des avertissements et des informations incitant à mieux se préparer, mais aucune connaissance précise du moment ni du lieu. Pearl Harbor a conduit à des réformes immédiates du renseignement. Une meilleure coordination a été imposée. Le partage des renseignements s'est amélioré. L'Office des services stratégiques a été créé en 1942, mais Pearl Harbor a également mis en évidence des défis persistants. Même avec une bonne collecte, le succès dépend d'une analyse efficace, d'une diffusion appropriée et de la volonté d'agir. Les organisations doivent combattre la complaisance, les suppositions et dépasser les rivalités bureaucratiques. Ces défis existaient en 1941 et existent encore aujourd'hui. L'attaque a réussi non pas parce qu'elle était invisible, mais parce que ceux qui auraient dû la voir venir regardaient dans la mauvaise direction. En août 1944, 4 prisonniers juifs forcés de travailler dans les chambres à gaz à Auschwitz-Birkenau ont secrètement pris 4 photos montrant des corps brûlés et des femmes menées aux chambres à gaz. Ils ont fait sortir la pellicule en contrebande dans un tube de dentifrice, créant la seule preuve photographique prise à l'intérieur d'une installation d'extermination en activité par les victimes elles-mêmes. Cela importe parce que 3 des photographes ont été exécutés avant la libération, et ces photographies nous obligent à affronter la réalité d'une manière que les récits historiques seuls ne peuvent pas. Les Sonderkommando étaient des prisonniers juifs forcés de travailler dans les camps d'extermination. Le nom signifie « unité spéciale », mais il n'y avait rien de désirable à cela. Ces prisonniers ont été forcés d'assister au meurtre de masse en accueillant les arrivants aux chambres à gaz, en retirant les corps après les gazages, en fouillant les cadavres à la recherche de valeurs, en arrachant les dents en or et en transportant les corps vers les crématoires. C'était peut-être le travail le plus psychologiquement dévastateur qu'on puisse imaginer. Les SS utilisaient des prisonniers juifs pour ce travail afin de réduire la charge psychologique sur le personnel allemand et d'impliquer les victimes. Fait crucial, cela faisait partie d'un plan visant à éliminer les témoins. Les Sonderkommando étaient maintenus à l'isolement et périodiquement assassinés puis remplacés. Malgré une horreur inimaginable, des membres à Auschwitz-Birkenau ont organisé la résistance. Ils ont organisé des soulèvements et tenté de documenter ce qu'ils voyaient. Certains ont rédigé des témoignages qu'ils ont enterrés dans des récipients en métal, mais quelques-uns ont décidé d'obtenir des preuves photographiques. En août 1944, Auschwitz fonctionnait à pleine capacité. Les Juifs hongrois étaient déportés en très grand nombre. Les chambres à gaz ne suffisaient plus. Alors les SS sont revenus à brûler les corps dans des fosses à ciel ouvert. Cela a créé une situation où les meurtres étaient invisibles depuis certains endroits. Un petit groupe a eu un appareil photo, sans doute passé en contrebande par la résistance polonaise.
Posséder un appareil photo signifiait une exécution immédiate. Alberto Herrera, un juif grec, serait le principal photographe, travaillant avec d'autres, dont Shlomo Dragon. Ils avaient besoin d'un moment où les gardes SS ne regarderont pas. En août 1944, ils ont pris 4 photos à l'intérieur d'un crématorium en une seule journée. Les 2 premières montrent des corps brûlés dans des fosses, dont les fosses à l'air libre. La troisième montre des femmes menées nues vers la chambre à gaz. Dans leurs dernières minutes, la quatrième est principalement floue, prise lorsque le photographe a été repéré ou a dû bouger rapidement. Après que les photos ont été prises, la pellicule a dû être sortie en contrebande. Elle aurait été cachée dans un tube de dentifrice, transmise à un prisonnier ayant des contacts à l'extérieur, puis à travers une chaîne jusqu'à ce qu'elle atteigne la résistance polonaise à l'extérieur du camp. La pellicule a été développée et envoyée à Londres. Les photographes eux-mêmes n'ont pas survécu. Herrera est mort en octobre 1944 lors du soulèvement du Sonderkommando, lorsque des rumeurs ont circulé que la SS préparait leur liquidation. Les prisonniers ont attaqué les gardes, tué plusieurs membres de la SS et fait exploser un crématorium. Le soulèvement a été réprimé et presque tous les participants ont été tués. Seul Shlomo Dragon a survécu à la guerre. Il a témoigné au sujet des photographies. Shlomo Dragon a vécu jusqu'en 2001, portant avec lui les souvenirs de ce qu'il avait vu. Les photographies elles-mêmes sont remarquables autant pour ce qu'elles montrent que pour ce qu'elles ne montrent pas clairement. Elles sont floues, mal cadrées, composées à la hâte. Les photographes n'avaient pas le temps de soigner le cadrage. Pourtant, ces défauts techniques les rendent plus puissantes. Leur imperfection témoigne des conditions dans lesquelles elles ont été prises. Les photographies ont acquis une signification qui dépasse leur valeur documentaire. Elles représentent la résistance, le refus de laisser la destruction passer sous silence. Les photographes savaient qu'ils allaient probablement mourir. Ils l'ont fait quand même, parce que documenter la vérité en valait le risque. Les photographies sont également importantes pour contrer le négationnisme de la Shoah. Elles n'ont pas été prises par les soldats libérateurs ni par la SS. Elles ont été prises par des victimes au cœur de la destruction, en secret, au péril de leur vie. Elles montrent le processus de l'intérieur. Nier ce qu'elles montrent demande un niveau de malhonnêteté difficile à maintenir lorsqu'on regarde ces images. Les 4 photographies en un reste étaient parmi les documents visuels les plus importants de la Shoah. Elles sont des preuves venues de l'enfer, prises par des personnes qui savaient qu'elles documentaient à leur propre mort, qui croyaient que témoigner était suffisamment important pour risquer la torture et l'exécution. Les photographes n'ont pas vécu assez longtemps pour voir leurs images atteindre le monde, mais leur courage garantit que le monde ne peut pas oublier ni nier ce dont ils ont été témoins. En février 1945, Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline se sont réunis à Yalta, en Crimée, et ont négocié l'ordre d'après-guerre avec Staline. Ils ont obtenu des concessions qui ont donné à l'Union soviétique le contrôle de l'Europe de l'Est et ont condamné des millions de personnes à des décennies de dictature communiste. Cela importe parce que Roosevelt, déjà mourant et désespéré d'obtenir la coopération soviétique, a conclu des accords qui ont abandonné les nations d'Europe de l'Est à la domination soviétique. Cela montre qu'une guerre pour la liberté peut aboutir à sa perte pour des millions de personnes. La conférence de Yalta a eu lieu du 4 au 11 février 1945 en Crimée. Staline avait choisi le lieu situé en territoire soviétique, ce qui lui donnait l'avantage. En février 1945, la guerre touchait clairement à sa fin. Les forces soviétiques avançaient vers Berlin depuis l'Est, tandis que les forces anglo-américaines approchèrent de l'Allemagne depuis l'Ouest. La question était de savoir la suite. Les 3 dirigeants sont arrivés avec des objectifs différents. Staline voulait la reconnaissance des gains territoriaux soviétiques, la domination soviétique en Europe de l'Est comme zone tampon et la participation à la défaite du Japon avec une compensation territoriale. Churchill voulait préserver l'influence britannique et limiter l'expansion soviétique, même s'il reconnaissait la position affaiblie de la Grande-Bretagne. Roosevelt voulait l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre contre le Japon pour sauver des vies américaines, la création des Nations unies et la coopération soviétique dans l'ordre d'après-guerre.
Roosevelt était le plus faible. En février 1945, il était en train de mourir d'une grave maladie cardiovasculaire. Il avait l'air terrible. Il mourait 2 mois plus tard. Churchill comprenait mieux les enjeux, mais avait moins de levier. La Grande-Bretagne était épuisée, son économie dépendait des prêts américains. Staline détenait la position la plus forte. Les armées soviétiques occupaient dans la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et une grande partie de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. Staline contrôlait les territoires qu'il voulait. La question était si l'Occident reconnaîtrait officiellement ses conquêtes. Les accords portaient sur plusieurs questions. L'Allemagne serait divisée en zones d'occupation, Berlin serait également divisée. Les frontières de la Pologne se déplaceraient vers l'ouest, la Pologne perdant du territoire au profit de l'Union soviétique à l'est, mais gagnant du territoire allemand à l'ouest. Les accords les plus controversés concernaient les futurs gouvernements. La déclaration de Yalta sur l'Europe libérée promettait que les pays libérés pourraient créer des institutions démocratiques de leur choix, par le biais d'élections libres. Staline accepta volontiers. Ce qui devint clair plus tard, c'est que Staline et les dirigeants occidentaux avaient des compréhensions très différentes du terme démocratique. Le cas de la Pologne était très controversé. La Pologne avait un gouvernement en exil à Londres, mais Staline avait établi un gouvernement rival à Lublin composé de communistes polonais. À Yalta, il a été convenu que le gouvernement de Lublin serait réorganisé sur une base démocratique plus large et que des élections libres auraient lieu. Staline a accepté, tout en sachant qu'il ne respecterait pas cet accord. Concernant le Japon, Staline a accepté d'entrer en guerre dans les 3 mois suivant la défaite de l'Allemagne. En échange, l'Union soviétique recevrait des gains territoriaux aux dépens du Japon et de la Chine. À la fin de Yalta, la presse occidentale a présenté cela comme un grand succès. Roosevelt a fait son rapport au Congrès. Cela a assuré la paix. Churchill était plus réservé. La réalité est apparue progressivement. Dans les mois qui ont suivi Yalta, Staline a cherché à consolider le contrôle soviétique. La réorganisation du gouvernement polonais était une farce. Les élections étaient truquées ou reportées. Les dirigeants non communistes étaient arrêtés ou assassinés. Des processus similaires se sont produits dans toute l'Europe de l'Est. Roosevelt est mort le 12 avril 1945, donc il n'a pas vu la trahison de Staline. Son successeur, Harry Truman, choqué par l'attitude soviétique, a adopté une position plus ferme, lançant la guerre froide. Churchill a vu ses craintes confirmées. En mars 1946, il déclara « Un rideau de fer est descendu sur le continent ». Les peuples d'Europe de l'Est en ont payé le prix. La répression a duré jusqu'en 1989, lorsque les régimes communistes se sont effondrés. Pendant des décennies, Yalta a été controversé. Les républicains ont attaqué Roosevelt pour avoir cédé l'Europe de l'Est, bien que cela ait été ignoré. Les armées soviétiques occupaient dans ces territoires et l'Occident avait peu de moyens de pression, sauf à faire la guerre. La vérité, c'est plus complexe. Roosevelt et Churchill faisaient maintes et face à une situation où les forces soviétiques occupaient l'Europe de l'Est et la puissance occidentale ne pouvait pas les en déloger sans déclencher une nouvelle guerre. Ils ont obtenu des accords qui, sur le papier, protégeaient les droits des Européens de l'Est. Staline les a signés, sachant qu'il pourrait les violer en toute impunité. Ce qui est indéniable, c'est que le destin de millions de personnes a été décidé par 3 hommes, sans que ces personnes aient la moindre voix au chapitre. Les populations n'avaient aucun représentant à Yalta. Leur avenir a été négocié par de grandes puissances poursuivant leurs propres intérêts. C'était la realpolitik dans sa forme la plus brutale. La guerre froide qui a suivi a façonné la politique mondiale pendant 45 ans. Sa fin entre 1989 et 1991 a confirmé ceux opposés au règlement de Yalta. Mais pour ceux qui ont vécu 45 ans sous le régime communiste, la trahison est restée une cicatrice permanente. Ils ont perdu des décennies de liberté parce que 3 hommes ont décidé de leur sort sans les consulter. Entre 1932 et 1945, l'armée impériale japonaise a recruté de force entre 50 000 et 200 000 femmes et filles principalement de Corée, de Chine et des Philippines. Elles étaient détenues dans des bordels militaires en Asie occupée,
violées ou harcelées à répétition par des soldats, surveillés et souvent tués quand les bases étaient abandonnées. Cela importe parce que le gouvernement japonais a nié cet esclavage sexuel systématique pendant près de 50 ans, détruisant des documents et réduisant les survivantes au silence. Et parce que, encore aujourd'hui, la reconnaissance officielle complète et les compensations restent contestées. Cela révèle comment des nations peuvent effacer leurs propres crimes de guerre de l'histoire lorsque les victimes n'ont pas le pouvoir d'exiger justice. Le système des femmes de réconfort, appelé Ianfu en japonais, a commencé en 1932, lorsque le Japon a établi son premier bordel militaire à Shanghai. La raison officielle était de prévenir le viol des civils et contrôler les maladies vénériennes chez les troupes. Mais ce qui s'est développé, c'était une esclavage sexuel systématique à grande échelle. Des femmes et des filles, certaines aussi jeunes que 11 ou 12 ans, ont été recrutées par la tromperie, la coercition ou carrément enlevées. On disait aux femmes coréennes qu'elles travailleraient dans des usines ou comme infirmières. Les femmes chinoises et philippines étaient simplement enlevées par les soldats lors de raids dans les villages. Une fois dans le système, les femmes étaient piégées. Elles étaient détenues dans des bordels appelés stations de réconfort, gardées par des soldats et forcées de servir des dizaines d'hommes par jour. Les femmes qui résistaient étaient battues ou tuées pour servir d'exemple. Celles qui tombaient enceintes étaient souvent forcées d'avorter ou étaient assassinées. Les maladies vénériennes et sympholes étaient impantes et répandues, malgré les inspections médicales. Le traumatisme psychologique était dévastateur. Beaucoup de femmes ne s'en sont jamais remises, incapables de nouer des relations normales ou de parler de ce qui s'est passé. Alors que la guerre se retournait contre le Japon, de nombreuses maisons de réconfort furent abandonnées, laissant les femmes isolées à l'étranger, sans argent ni papier. D'autres ont été tuées par les forces japonaises en retraite pour éliminer les témoins. Certaines se sont suicidées. Les rares qui ont réussi à rentrer chez elles ont souvent constaté qu'elles ne pouvaient pas parler de ce qui s'était passé. En Corée et dans d'autres cultures confucéennes, la stigmatisation des violations sexuelles poussait les familles à rejeter les survivantes. Beaucoup ont souffert en silence pendant des décennies. Après la guerre, le Japon a systématiquement détruit les archives liées aux stations de réconfort. Les procès de Tokyo pour crimes de guerre ont peu abordé la question. Les rares témoignages qui ont émergé ont été rejetés comme de la prostitution et non comme de l'esclavage. Le gouvernement japonais a nié toute implication officielle, affirmant que les maisons de réconfort étaient gérées par des entrepreneurs privés. Les survivantes n'avaient aucune documentation, aucun témoin prêt à parler, et faisaient face à une stigmatisation sociale qui les empêchait de se manifester. Le silence n'a été brisé qu'en 1991. Kim Ak-sun, une survivante coréenne, a témoigné publiquement de ses expériences. Son courage a incité d'autres survivantes à se manifester. Des chercheurs ont trouvé des documents dans les archives prouvant l'implication de l'armée. Le gouvernement japonais a été contraint de reconnaître une certaine responsabilité. En 1993, Johei Kono, secrétaire général du cabinet, a reconnu l'implication de l'armée et présenté des excuses. Mais la controverse a continué. Des politiciens japonais conservateurs ont contesté les conclusions, affirmant que les femmes étaient consentantes. Les manuels d'histoire ont minimisé ou omis la question des femmes de réconfort. Un accord de 2015 entre le Japon et la Corée du Sud a tenté de résoudre la question avec des excuses et un fonds d'indemnisation, mais de nombreuses survivantes l'ont rejeté comme étant insuffisant. À ce jour, seules quelques dizaines de survivantes sont encore en vie, luttant toujours pour une reconnaissance complète. Le système des femmes de réconfort représente l'un des plus grands cas d'esclavage sexuel organisé par un gouvernement dans l'histoire moderne. Cela démontre également comment les crimes de guerre peuvent être dissimulés lorsque les auteurs contrôlent le récit et que les victimes manquent de pouvoir. Pendant 50 ans, la souffrance de ces femmes a été effacée de l'histoire. Même aujourd'hui, leur histoire reste contestée, certains responsables japonais niant ce qui s'est passé malgré des preuves accablantes. Les survivantes, qui ont vécu jusqu'à un âge avancé, ont passé la majeure partie de leur vie incapables de parler de leur traumatisme, portant la honte des crimes commis contre elles, attendant des excuses que beaucoup n'ont jamais reçues.
Le 5 mai 1945, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, des soldats américains, des troupes de la Wehrmacht allemande et des prisonniers français, dont d'anciens premiers ministres, ont combattu côte à côte pour défendre un château autrichien contre les forces Waffen-SS attaquantes. Dans la seule bataille connue, où des troupes américaines et allemandes ont officiellement combattu en tant qu'alliés contre un ennemi commun. Ceci est important car cela montre que même dans une guerre définie par une opposition idéologique absolue, des soldats individuels pouvaient en reconnaître une humanité commune et choisir la coopération plutôt que la haine. Et parce que cette alliance étrange a été presque complètement oubliée, malgré le fait qu'elle soit l'un des moments les plus étranges et les plus symboliquement puissants de la guerre. Le château d'Iter était une forteresse médiévale dans les Alpes autrichiennes que la SS avait transformée en prison pour des prisonniers français de grande valeur. Parmi les prisonniers se trouvaient deux anciens premiers ministres français, Édouard Daladier et Paul Reynaud, le général Maxime Weygand, la star du tennis Jean Borotra et d'autres personnalités politiques et militaires de premier plan. Au début du mois de mai 1945, l'Allemagne s'effondrait, Hitler était mort. Les gardes SS du château d'Iter ont abandonné leur poste, laissant les prisonniers sans surveillance ni protection dans une région où des unités SS fanatiques combattaient encore. Les prisonniers français faisaient face à un dilemme. Ils étaient libres mais isolés en territoire hostile. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des unités SS exécutaient des prisonniers et des collaborateurs importants pour les empêcher de témoigner sur les crimes de guerre. Les prisonniers avaient besoin de protection. L'un d'eux, un résistant français nommé Andreas Krobot, qui travaillait comme homme à tout faire au château, s'est porté volontaire pour aller chercher de l'aide. Il a trouvé le commandant Joseph Gangl, un officier de la Wehrmacht qui s'était retourné contre le régime nazi et collaborait avec les résistants autrichiens. Gangl a reconnu le danger. Il y avait effectivement une unité SS dans la région qui pourrait attaquer le château pour tuer les prisonniers de haut rang. Gangl disposait de forces limitées. Seulement une poignée de soldats de la Wehrmacht qui étaient hantés et restés avec lui après avoir décidé de résister à l'autorité des SS. Il avait besoin d'aide. Il a contacté les forces d'avance américaines qui étaient récemment entrées dans la région. Le capitaine John C. Jack Lee, commandant une petite unité de la 12e division blindée américaine, a accepté d'aider. C'était une situation extraordinaire, un officier allemand demandant l'aide militaire américaine et un officier américain acceptant de collaborer avec des troupes allemandes. Le 5 mai, Lee est arrivé au château d'Iter avec une quinzaine de soldats américains, un seul char Sherman et plusieurs soldats de la Wehrmacht allemande dirigés par Gangl. Zvonimir Šučković, un résistant yougoslave qui avait été emprisonné au château, s'est également joint à la défense. Cette alliance improbable a mis en place des positions défensives autour du château. Les anciens prisonniers, y compris des généraux et des hommes politiques, se sont armés et ont pris position aux côtés de leurs défenseurs. L'attaque est survenue cet après-midi-là. Environ 100 à 150 soldats de la Waffen-SS, dont certains membres des jeunesses hitlériennes, ont attaqué le château. Ils avaient un appui d'artillerie et étaient bien plus nombreux que les défenseurs. La bataille fut intense. Le char Sherman a été détruit par un canon de 88 mm. Les munitions se sont épuisées. À un moment donné, la star du tennis Jean Borotra a sauté par-dessus le mur du château et a couru à travers les tirs ennemis pour atteindre une ville voisine et appeler des renforts américains. Pendant le combat, le major Gangl a été tué par un tireur d'élite alors qu'il poussait l'ancien Premier ministre français Renaud hors de la ligne de tir. Il est mort en protégeant l'homme qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939. Sa mort symbolisait la nature étrange de la bataille. Un officier allemand mourant héroïquement pour sauver un Premier ministre français des troupes SS allemandes tout en combattant aux côtés de soldats américains. Les défenseurs ont tenu bon jusqu'à l'arrivée des renforts américains en fin d'après-midi. Les assaillants SS se sont retirés ou se sont rendus. Tous les prisonniers Very Important Person français ont survécu. Le capitaine Lee a reçu la Distinguished Service Cross. Le commandant Gangl a été reconnu à titre posthume par l'Autriche comme un héros de la résistance. La bataille n'a duré que moins d'une journée,
mais elle est devenue légendaire parmi les historiens militaires en raison de son étrangeté. La bataille du château d'Iter représente un moment où les catégories rigides de la Seconde Guerre mondiale se sont temporairement dissoutes. Américains et Allemands, anciens ennemis, ont combattu ensemble et se sont protégés mutuellement. Un officier de la Wehrmacht est mort héroïquement en sauvant des dirigeants ennemis. Des prisonniers de haut rang ont pris des fusils et se sont battus aux côtés de leurs sauveurs. Ce fut un bref moment où l'humanité partagée a transcendé les divisions nationales et idéologiques. Mais la bataille a été largement oubliée, éclipsée par des événements plus importants, comme la reddition de l'Allemagne seulement 3 jours plus tard. Cela ne correspond pas au récit simpliste sur la Seconde Guerre mondiale. Cela complique l'histoire du bien absolu contre le mal absolu. Cela montre que, même dans le conflit le plus idéologiquement rigide de l'histoire moderne, des soldats individuels pouvaient en faire des choix en fonction des circonstances immédiates, plutôt que de la propagande et des ordres. Le major Gangel aurait pu rester loyal au régime nazi ou simplement s'enfuir. Au lieu de cela, il a choisi de protéger les prisonniers et il est la mort en le faisant. Le capitaine Lee aurait pu considérer Gangel comme un ennemi, quelles que soient les circonstances. Au lieu de cela, il a reconnu un allié. La bataille met également en évidence le chaos des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le régime nazi s'était complètement effondré, mais certaines unités continuaient à se battre, tandis que d'autres se rendaient ou changeaient de camp. La SS restait fanatique, traquant les déserteurs et tous ceux qu'elle considérait comme des traîtres. Dans cet environnement, d'étranges alliances se sont formées. La bataille du château d'Iter fut la plus spectaculaire, mais ce ne fut pas le seul cas de soldats allemands se retournant contre la SS dans les dernières semaines de la guerre. Un mémorial honore aujourd'hui le commandant Gangl dans la ville près du château d'Iter. La bataille a fait l'objet de plusieurs livres et d'un film prévu, mais elle reste méconnue par rapport à d'autres événements de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être parce qu'elle ne correspond pas aux récits habituels. Il est plus simple de voir la guerre comme un combat entre le bien et le mal que d'admettre que les ennemis ont parfois été des alliés et que les frontières se sont estompées. Pourtant, ces moments révèlent quelque chose d'important sur la nature humaine. Même en temps de guerre, les individus peuvent reconnaître des valeurs communes et faire des choix moraux qui transcendent les conflits divisant leur nation.